Une réparation d'urgence est sur le point de décider du sort de la saison de Parker Schnabel, et le pari que son équipe s'apprête à faire est quelque chose qu'aucun patron de mine ne veut jamais tenter. Roxane, l'une des usines de lavage les plus actives de la concession, souffre de dommages structurels catastrophiques, mais la fermer est presque aussi dangereux que la laisser fonctionner. 2 tubes transversaux critiques se sont complètement fissurés, tous deux supportant le poids énorme de la machine, et tous deux à quelques instants près de tomber en panne, sous une contrainte incessante. Une réparation appropriée prendrait normalement au moins 2 jours complets, mais Parker n'a plus le luxe de mesurer le temps en jours, voire en heures. L'hiver est enfin arrivé au Klondike, apportant avec lui l'échéance qu'aucune détermination ne peut retarder. Chaque lever de soleil signifie des températures plus froides, un sol plus dur et une opportunité de moins de récupérer l'or encore enfoui sous la terre gelée. Parker sait qu'ils sont plus proches que jamais d'atteindre leur objectif de production, mais il sait également que cette étape de la saison est celle où les machines, les équipements et les gens commencent tous à approcher ensemble leur point de rupture. Chaque décision entraîne désormais des conséquences qui pourraient déterminer le succès ou l'échec d'une année entière de travail. Au lieu d'arrêter Roxane pour une reconstruction complète, l'équipage se prépare à quelque chose de presque impensable. L'équipement de soudage est mis en place tandis que l'immense installation de lavage continue de vibrer sous charge, traitant la saleté à chaque minute qui passe. Les écrans sont retirés alors que la machine est encore chaude suite à un fonctionnement constant, exposant ainsi le cadre structurel endommagé en dessous. Avant même que la première pluie d'étincelles ne commence à refroidir un autre appel radio urgent, interrompt les travaux rappelant que la mine n'attend jamais qu'un problème soit résolu pour en créer un autre. L'horloge ne tourne plus simplement. Il court vers une ligne d'arrivée qui ne peut être déplacée. L'hiver avance à travers le Klondike avec une détermination tranquille, recouvrant chaque passerelle de givre avant que le soleil ne se lève complètement et abaissant la température de la rivière un peu plus chaque jour. Autour de chaque coupe active, des flaques peu profondes se transforment en fines couches de glace pendant la nuit, tandis que chaque respiration des mineurs est visiblement suspendue dans l'air gelé avant de disparaître dans le silence du matin. Tout au long de l'exploitation, les 4 installations de lavage continuent de fonctionner presque sans interruption. Big Red Goose Bob et Roxane se chargent d'une quantité infinie de saleté, chaque machine fonctionnant si près de sa capacité maximale qu'il ne reste pratiquement aucune marge en cas de panne inattendue. Ils ne travaillent plus simplement de manière efficace. Ils sont poussés aussi fort que leurs moteurs roulement, châssis et structures en acier peuvent le supporter physiquement. Chaque bande transporteuse transporte des charges plus lourdes que ce que les ingénieurs recommanderaient idéalement. Les conduites d'écluse restent remplies de matériaux heure après heure, traitant d'énormes volumes de gravier sans interruption significative. À ce rythme même, le plus petit problème mécanique peut rapidement évoluer vers un arrêt complet, pouvant coûter des centaines d'onces d'or. L'exploitation minière de fin de saison n'a jamais pardonné, et cette année, elle le sera encore moins. Mitch continue d'équilibrer les responsabilités qui nécessiteraient normalement plusieurs personnes. Tout en supervisant le programme de décapage qui élimine d'énormes quantités de morts-terrain des futures zones minières, il se bat simultanément pour maintenir Roxane en vie malgré les dommages structurels qui menacent de mettre fin à sa saison sans avertissement. Chaque heure qui passe l'oblige à partager son attention entre la production d'aujourd'hui et la préparation de demain. Il n'y a jamais assez de temps pour faire parfaitement l'un ou l'autre travail. Un camion après l'autre roule régulièrement à travers la concession déversant d'énormes charges avant de faire immédiatement demi-tour pour un autre voyage. Le mouvement ne s'arrête jamais vraiment car ralentir la production maintenant effacerait de précieuses opportunités qui ne pourront pas être récupérées plus tard. Même si cette saison peine à atteindre la ligne d'arrivée, Mitch a déjà des équipes qui préparent la prochaine fosse minière le long de la rivière Indian. Parker a toujours cru que les mineurs qui réussissent anticipent des années à l'avance plutôt que des semaines à l'avance, et cette philosophie était visible partout dans la concession. Alors que la majeure partie de l'équipage se concentre sur l'extraction de chaque once d'or restante de la saison en cours, les préparatifs pour la prochaine se poursuivent tranquillement sous la surface. De nouveaux terrains sont ouverts, des voies d'accès sont établies, et l'équipement est positionné bien avant que l'hiver ne mette enfin fin aux opérations de l'année. La planification ne s'arrête jamais simplement parce que la saison en cours devient difficile. Dans le monde de Parker, chaque succès futur commence bien avant la fin officielle de la saison précédente. Ailleurs, Tyson fait face à une bataille tout aussi exigeante sur Dominion Creek.
À lui seul, il est responsable du fonctionnement de 3 installations de lavage distinctes, chacune avec son propre équipage, son propre équipement et sa propre liste interminable de pannes mécaniques potentielles. 3 passages d'écluse continuaient de traiter les matériaux simultanément, produisant 3 flux d'or indépendants, tout en créant 3 opportunités distinctes de catastrophe. La charge de travail ne devient jamais plus légère. Sa radio bénéficie rarement de plus de quelques instants de silence. Une usine développe un roulement qui commence à gémir sous une charge lourde. Une autre a du mal à maintenir la pression de l'eau après qu'une pompe ait perdu son amorçage, tandis qu'un opérateur de chargeuse rapporte que les températures glaciales durcissent déjà la saleté exposée avant qu'elle puisse être transportée. Chaque nouvelle transmission nécessite une attention immédiate, car même des retards mineurs peuvent rapidement se transformer en arrêts coûteux. Tyson passe simplement d'une crise à l'autre sans hésitation. Problème après problème, il arrive tout au long de la journée et Tyson répond avec une cohérence remarquable. Un problème est résolu avant qu'un autre n'apparaisse ailleurs au cours de l'opération, créant ainsi un rythme qui semble ne jamais s'arrêter. Chaque appel radio représente une autre décision, une autre réparation ou un autre ajustement nécessaire pour maintenir la production en vie. Là, il n'y a aucune possibilité de se détendre car l'exploitation minière ne cesse de créer de nouveaux défis. Parker passe ses journées à se déplacer constamment entre les coupes actives, refusant de rester longtemps au même endroit. Chaque visite est une nouvelle occasion d'étudier les chiffres de production, de surveiller les équipements, d'évaluer les conditions météorologiques et d'observer tranquillement la condition physique et mentale des personnes travaillant à ses côtés. L'expérience lui a appris que les équipages épuisés commettent souvent des erreurs dangereuses, bien avant de réaliser à quel point ils sont fatigués. Diriger dans une mine signifie souvent remarquer les problèmes avant que quiconque admette leur existence. Tout au long de la journée, la radio devient la bouée de sauvetage de Parker. Les chauffeurs de camions signalent les chargements terminés, les contremaîtres demandent des mises à jour d'équipement, les soudeurs demandent du matériel et les opérateurs d'usine fournissent des chiffres de production presque sans interruption. Chaque transmission apporte une petite pièce supplémentaire à l'énorme puzzle qu'il tente de résoudre. Même s'il ne peut pas voir physiquement chaque machine, il entend presque tout ce qui se passe dans la concession. Sa camionnette est effectivement devenue un bureau mobile. Il conduit entre les coupes minières avant le lever du soleil, continue tout au long de l'après-midi et termine souvent longtemps après que la nuit soit tombée sur la vallée. Le volant remplace un bureau traditionnel, tandis que la radio remplace les réunions en face à face. Chaque kilomètre parcouru représente une nouvelle tentative pour garder une longueur d'avance sur le prochain problème inévitable. À ce stade de la saison, une seule consigne compte vraiment. Maintenez chaque installation de lavage en marche, quels que soient les obstacles qui apparaissent. Si la production ralentit, le rêve d'atteindre 10 000 onces commence à s'éloigner d'une heure perdue à la fois. Chaque décision sert en fin de compte cet objectif unique. Parker admet ouvertement qu'il a adopté une approche de gestion plus non interventionniste cette saison que les années précédentes. Avec 4 installations de lavage fonctionnant simultanément, l'ampleur de l'opération est devenue trop importante pour qu'il puisse superviser personnellement chaque réparation ou chaque réglage. Faire confiance à des contremaîtres expérimentés est devenu une nécessité plutôt qu'une préférence. Il sait néanmoins qu'il reste énormément de travail à accomplir avant que la saison ne se termine. Chaque fois que quelque chose se brise, l'attente est simple. Si un tamis vibrant se déchire, réparez-le sans arrêter la production. Si une bande transporteuse perd sa tension, resserrez-la immédiatement pendant que tout le reste continue de bouger. Si un roulement commence à émettre des bruits suspects, graissez-le, surveillez-le et poursuivez l'exploitation minière à moins d'être absolument obligé de l'arrêter. Plus personne ne parle de week-end, personne ne parle de vacances ou de jours loin de la mine. Chaque once d'énergie est consacrée à atteindre la ligne d'arrivée avant que l'hiver ne décide enfin que la saison est terminée. Le repos peut attendre que la nature elle-même mette fin aux opérations. Les prix élevés de l'or constituent une formidable motivation, mais ils créent également une pression incessante. Chaque once récupérée à la fin de la semaine représente une valeur financière significative, encourageant Parker à exiger encore plus des équipements fonctionnant déjà près de leurs limites. Plus les machines travaillent dur, plus chaque boulon, soudure, roulement, arbre et support structurel doit travailler à leur côté. Finalement, quelque chose doit échouer. Malheureusement, Roxane a déjà atteint ce point.
une transmission radio soudaine annonce que l'une des installations de lavage les plus importantes de Parker a développé un grave problème mécanique. Mitch abandonne immédiatement ce qu'il fait et se dirige vers la machine, sachant par expérience que les problèmes structurels s'améliorent rarement avec le temps. Chaque minute compte. En montant sur l'installation de lavage, Mitch travaille soigneusement sous la passerelle avant de placer une main gantée contre l'un des tubes transversaux structurels de Roxane. Les dégâts sont immédiatement évidents. Il ne s'agit pas d'une petite fracture superficielle ou d'une fissure esthétique inoffensive. Une profonde fissure s'est ouverte à travers l'acier, s'agrandissant à chaque fois que la puissante machine vibre sous une autre charge de terre. Son inspection révèle rapidement une nouvelle encore pire. Juste à côté du premier support endommagé, un deuxième tube transversal a déjà commencé à développer des fissures presque identiques. Mitch ne tente pas d'adoucir le diagnostic, car il ne sert à rien de prétendre que la situation est moins grave qu'elle ne l'est réellement. Le support structurel est compromis, et le tube voisin semble destiné à suivre le même chemin. Les deux tubes endommagés effectuent l'une des tâches les plus importantes à l'intérieur de l'installation de lavage. Ils supportent le poids énorme des cribles vibrants situés au-dessus, tout en absorbant les impacts sans fin des milliers de tonnes de gravier humide circulant chaque semaine dans la machine. Chaque secousse violente, chaque charge lourde et chaque heure de fonctionnement continu transfèrent d'énormes forces directement à travers ces pièces d'acier. Leur importance ne peut être surestimée. 2 ans plus tôt seulement, lorsque Roxane est entrée en service, ses services de soutien ont géré cette charge de travail sans effort. Cependant, mois après mois, des cycles de production interminables affaiblissaient progressivement le métal jusqu'à ce qu'une fatigue microscopique devienne enfin visible. L'acier annonce rarement son échec de façon dramatique au début. Il accumule tranquillement les dégâts jusqu'à ce qu'un jour ordinaire devienne soudainement le jour où tout se brise. La bonne procédure de réparation laisse peu de place au débat. Les tubes transversaux endommagés doivent être complètement retirés à l'aide de chalumeaux coupants avant que l'acier de construction flambant neuf ne soit soigneusement soudé en place. Une fois installés, les composants de remplacement doivent refroidir naturellement pour conserver toute leur résistance et éviter toute distorsion indésirable. Même dans des conditions idéales, un tel travail nécessite au moins 2 journées complètes. Toutefois, la réalité suit rarement des conditions idéales. Une fois les écrans retirés et les sections endommagées devenues entièrement visibles, d'autres problèmes cachés se révèlent souvent. Ce qui semble initialement nécessiter 48 heures peut facilement se transformer en une réparation de près d'1 semaine. À ce stade de la saison minière, Parker ne peut tout simplement pas se permettre cette possibilité. Il n'a plus 2 jours disponibles. La rivière continue de geler, les températures continuent de baisser et la fenêtre restante pour une exploitation minière rentable diminue chaque matin. Chaque heure que Roxane passe en silence est une autre heure de terre précieuse laissée intacte sous le sol. Le temps est devenu plus précieux que des réparations parfaites. La solution autorisée par Parker reflète la difficile réalité à laquelle sont confrontés presque tous les chefs de mine expérimentés au cours des dernières semaines précédant le gel. Les prix de l'or restent incroyablement forts, ce qui rend chaque chargement traité financièrement significatif. Avec autant de valeurs circulant chaque jour dans les écluses, les opérateurs poussent naturellement l'équipement plus fort qu'ils ne le feraient autrement. L'objectif n'est plus de préserver la machine pour les années à venir, mais de la faire vivre juste le temps de terminer la saison. Chaque heure d'inactivité coûte de l'argent qui ne pourra jamais être récupéré. Mitch communique à Parker par radio les options disponibles, mais avant même qu'il ait fini de décrire les dégâts, la réponse arrive presque immédiatement. Retirer les écrans, souder l'acier endommagé là où il se trouve, et espérer que Roxane survivra jusqu'au nettoyage final. Ce n'est pas une réponse idéale, mais c'est la seule solution pratique. Sans hésitation, Mitch commence à organiser l'équipage. Les cribles vibrants lourds sont soigneusement soulevés, une section à la fois à l'aide de chaînes et d'équipements de levage mécanique, tandis que les travailleurs guident chaque énorme pièce en toute sécurité, loin de l'usine. Les panneaux en treillis d'acier épais nécessitent plusieurs personnes pour être contrôlés, car même une petite erreur pourrait créer un autre accident dangereux. Un à un, ils sont descendus sur le sol gelé à côté de la zone de travail. Dès qu'un espace suffisant se libère, le soudeur se prépare à commencer.
Le claquement familier de l'arc de soudage résonne dans l'air froid, tandis que les casques de protection se mettent en place et que les premiers éclairs lumineux illuminent le cadre endommagé de Roxane. L'acier en fusion commence à combler de profondes fissures structurelles qui, dans des circonstances normales, n'auraient jamais dû être réparées de cette façon. Tout le monde comprend qu'il gagne du temps plutôt que d'éliminer le problème sous-jacent. Perle après perle, elle est soigneusement posée sur les tubes fracturés avec une patience remarquable. Chaque soudure terminée est inspectée avant qu'une autre couche de renforcement ne soit ajoutée, reconstruisant lentement suffisamment de résistance pour supporter les charges écrasantes que Roxane doit continuer à supporter. Le tube reçoit une attention particulière avant que l'équipe ne passe immédiatement au tube 2, répétant le même processus minutieux. Rien dans la réparation ne peut être précipité malgré la pression qui les entoure. Leur espoir est étonnamment simple. Personne ne s'attend à ce que ces soudures rendent Roxane à nouveau structurellement parfaite. Ils n'ont besoin que de l'acier réparé pour survivre encore quelques précieuses semaines jusqu'à ce que l'hiver mette enfin fin à la saison selon ses propres conditions. Une fois le printemps arrivé, tout le monde sait déjà exactement ce qui se passera. Roxane sera complètement démantelée, reconstruite correctement et préparée pour une autre bataille, à condition qu'elle survive assez longtemps pour y arriver. Ils la tireront jusqu'aux eaux et la remonteront avec des tubes frais une fois que la neige sera sur le sol. Pour l'instant, il ne lui reste plus qu'à se lever. Les soudures refroidissent. L'équipage passe la main sur les nouvelles perles. Solides, serrées. Pas jolies, mais serrées. Une brosse métallique enlève les scories. Un second regard confirme le travail. Personne ne le dit à voix haute, mais les soudures semblent tenir. Les écrans rentrent. 2 hommes sur chacun les soulèvent par-dessus le rebord et les remettent soigneusement en place. Les broches repassent dans les trous de montage. Les boulons sont serrés à la main, puis arrachés. Chaque fixation a été vérifiée, puis vérifiée à nouveau. Toutes les soudures sont faites. Je suis juste en train de remonter le pont supérieur et je me prépare à commencer à évacuer ici. Allume-toi, Roxane. Roxane revient à la vie avec ce grondement familier qui fait claquer les dents. Le rythme recommence à se déplacer à travers les tubes soudés. Les fissures tiennent sous la première charge. Ils tiennent sous la seconde. L'équipage expire. Un problème réglé. Puis la radio crépite une seconde fois. Big Red tombe. Le gerbeur radial de Big Red est arrêté. Froid. La ceinture tourne. Le moteur va bien. L'hydraulique fonctionne. Mais aucune roche ne remonte la ceinture pour tomber à l'extrémité. La terre s'accumule sous le convoyeur dans une montagne délabrée et humide. Rien ne va là où il est censé aller. La trémie est enfouie dans le matériau à gauche et à droite. Alex arrive dans son camion. John est déjà là secouant la tête. Le gerbeur radial l'a abandonné. Arrêt complet. Il ne faut pas longtemps à Alex pour comprendre pourquoi. La ceinture est recouverte d'une épaisse couche de boue visqueuse. Boue noire grasse et semi-liquide qui s'est enroulée autour de l'intérieur du tapis et a voyagé jusqu'au tambour de tête en haut du gerbeur. Il ne reste plus aucune friction. Le tambour tourne sur place, glissant comme du verre, refusant de saisir le caoutchouc. Il continue de tourner sans déplacer la courroie avec lui. Le moteur lit normalement. Le lecteur semble normal. Mais le caoutchouc et l'acier n'ont plus rien entre eux, sauf de l'argile humide. Alex retrace le problème en arrière tout le long de la ceinture jusqu'à la source. Le convoyeur de la trémie d'alimentation ne pousse pas le matériau suffisamment loin dans le bac à roche. Le chevauchement est trop court, peut-être d'un demi-pied. Ainsi, au lieu de tomber proprement dans la gorge de l'installation de lavage, la paille déborde par la lèvre et s'infiltre sur les côtés. De là, il passe sous le gerbeur radial, grimpe sur le tapis, enduise la surface intérieure et se déplace directement vers le tambour de tête. Pourquoi y a-t-il autant de boue à l'intérieur du convoyeur? Peut-être que cela ne va tout simplement pas assez loin. Ouais. Nous avons besoin d'un peu plus de chevauchement, par exemple, de ce tambour de tête à cette boîte à roche pour que le matériel ne s'empile pas ici. La plante alimente le désordre qu'il arrête une boucle autodestructrice. Plus Big Red court longtemps, plus le problème de boue s'aggrave. Et plus le problème de la boue s'aggrave, moins les salaires bougent. Le correctif doit s'attaquer à la cause première. Nettoyer la ceinture ne suffit pas, la boue sera de retour dans 1 heure. Nettoyer le tambour ne suffit pas non plus. La boue y parviendra avant la fin de la journée.
La seule solution qui tient est celle qui empêche le matériau de se déverser en premier lieu. La solution consiste à reculer l'empileur. Juste quelques centimètres, 3 pouces, peut-être 3,5 dans le rouge d'Alex. De quoi le glisser plus profondément sous le convoyeur d'alimentation. Ainsi, le matériau tombe dans la boîte à roches plutôt qu'autour d'elle. De quoi réparer le chevauchement. De quoi stopper la boue à la source. Cela semble simple. Ce n'est pas. Le gerbeur mesure 120 pieds de long, 120 pieds d'acier ceinture et contrepoids, assis sur des pieds stabilisateurs et un jeu de roues de frein papillon qui le verrouillent au sol. On ne peut pas le pousser. Il ne peut pas être traîné. Il n'y a pas de machine sur place assez petite pour la pousser et assez grande pour la contrôler. La seule façon de le déplacer est de soulever les roues de la terre grâce à son propre système hydraulique. Laisser le poids, le faire basculer vers l'arrière puis replanter-le au nouvel endroit. L'équipage appelle cela du vermifuge. Le problème est ce qui se passe si ça bascule. Un convoyeur de 120 pieds s'est élevé dans le ciel. Top lourd, instable. Un déplacement de poids déséquilibré et toute la structure roule. Si ça roule, ça tombe. S'il tombe, il atterrit sur la station de lavage. Gros rouge. Fini pour la saison. Peut-être avec des gens en dessous. John demande à Alex s'il a déjà fait ça auparavant. Il ne l'a pas fait. Personne dans cette équipe n'a jamais fait reculer un gerbeur radial de 120 pieds avec un système hydraulique comme celui-ci. Il n'y a pas de pelle libre pour déplacer le convoyeur d'alimentation à la place. Nous n'avons pas le temps d'en ramener un d'une autre coupe. C'est la seule option. Alex trace une ligne dans le sable avec le bout de sa botte. C'est la ligne de sécurité. Tout le monde reste derrière. Si tout tourne mal, dit Alex à John, c'était bien de le connaître. John dit la même chose en retour. À moitié je plaisante, à moitié non. Alors appelons cela notre ligne dans le sable, ouais. Si ça va vers le sud, eh bien c'était sympa de te connaître. Ouais, toi aussi mon pote. Très bien. Alex grimpe aux commandes. L'équipage recule derrière la ligne. Le site devient silencieux. Même les autres plantes au loin semblent fanées. Juste le vent et le bourdonnement hydraulique du gerbeur qui attend d'être déplacé. Les enjeux sont simples. Le gerbeur radial est l'équipement le plus cher sur cette coupe. Le remplacer prendrait des mois et de l'argent que la saison ne peut pas épargner. Le faire rouler ne mettrait pas seulement fin à l'année de Big Red. Cela mettrait fin à Big Red point final. Alex le sait. John le sait. Tout le monde en ligne le sait. Alex annonce ses mouvements avant de les faire. Il avertit l'équipage de prendre du recul alors qu'il commence à remonter les roues. Les pistons hydrauliques sifflent. Les roues de frein en forme d'ailes de mouette soulèvent la saleté une à la fois. D'abord d'un côté, puis de l'autre. Lent délibéré sans surprise. Un côté décolle du sol, puis l'autre. Le gerbeur ne repose désormais que sur des pieds stabilisateurs. L'ensemble de 120 pieds soutenus par la pression hydraulique et le diamètre de 2 patins en acier enfoncés dans la terre du Yukon. Vient maintenant la partie passionnante. Le bras long du gerbeur commence à bouger au gré du vent. Lent au lourd. L'équipage regarde sans bouger, sans parler. Alex reste calme aux commandes. Il élève l'extrémité supérieure du gerbeur plus haut, utilisant le poids du bras long vers le ciel pour appuyer sur l'essieu situé en dessous. Un pur effet de levier. Physique pure. En inclinant le bras vers le ciel, il charge les roues arrière avec une force d'appui. Ces roues chargées commencent à reculer sur la terre. C'est le genre de démarche qui ne fonctionne que sur le papier, jusqu'à ce qu'elle fonctionne dans la vraie vie. La géométrie doit être correcte, la pression hydraulique doit être correcte, le terrain doit tenir. Si le sol cède sous une roue et pas sous l'autre, tout le bras se déplace latéralement. Et de côté, c'est la direction que personne ne veut. Un demi-pouce, 1 pouce 2. Alex regarde les roues bouger lentement sur la terre et l'appelle. Le roulement lent est exactement ce qu'il veut. Cela lui indique que le gerbeur se déplace et ne bascule pas. Un progrès, pas une catastrophe. Les roues roulent. Le gerbeur bouge, ne bascule, pas bouge. Alex prend la hauteur dont il a besoin et s'arrête. Il abaisse le gerbeur avec précaution pied par pied, jusqu'à ce que les ailes des mouettes reviennent sur la terre. Les pieds stabilisateurs reprennent le poids. Tout ce qui flottait est planté. Tout ce qui balançait est immobile. D'un côté à l'autre, l'empileur semble carré. Le poids est de retour à sa place. Alex vérifie le niveau. L'équipage vérifie avec lui. Carré. Alex descend et se dirige vers John. Le verdict revient du rouge de John sur les marqueurs.
3 pouces, 3,5. Cela a fonctionné. 3 pouces et demi de mouvement sur un convoyeur de 120 pieds obtenu en soulevant les roues du sol et en utilisant le poids du bras en acier lui-même pour faire reculer la structure. La trémie d'alimentation se superpose désormais proprement dans le bac à roches. La boue cesse de remonter la ceinture. Le tambour de tête reprend son emprise. Big Red respire. Alex appelle cela un excellent travail. L'équipage est d'accord sans le dire. Big Red revient à la vie. La ceinture saisit le tambour. La cheville commence à bouger. La montagne de matériaux sous le convoyeur commence à se dissiper. L'endroit où le matériau atterrit est bien meilleur. On a beaucoup aidé. Est-ce qu'on gagne? On dirait que ça marche vraiment bien. 2 appels d'urgence dans la même semaine. 2 correctifs d'urgence, tous 2 valables. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Peser l'or. Le kilomètre d'or. C'est ce que Parker appelle la dernière ligne droite, le kilomètre d'or. Les dernières semaines de la saison où chaque once sur la table décide si le record bat ou s'éclipse. Mitch l'explique clairement. Il manque de temps. Le froid se rapproche. C'est la semaine clé. S'ils n'obtiennent pas de bons chiffres sur l'échelle dès maintenant, l'objectif de la saison ne se réalisera pas. Parker est d'accord. Le nettoyage continue. Mitchell resserre sa capuche pour se protéger du vent. L'équipage se rassemble autour de la balance. La semaine de nettoyage est lancée. L'or de chaque plante a été rincé, séché et ramené. Le produit de chaque plante est placé dans son propre plateau attendant d'être pesé et totalisé. Le nettoyage est le moment de vérité. Toute la semaine, l'or a été enfermé dans les écluses cachées sous les rapides enfouis dans des nattes. Personne ne sait exactement ce qu'il y a dedans, jusqu'à ce que les plateaux sortent. Une bonne semaine peut mettre fin à une saison. Une mauvaise semaine peut lui faire perdre 100 onces, et rien ne réglera ce problème avant l'année prochaine. Le versement de la semaine est la seule réponse honnête à la question qui s'est posée à chaque plante tout au long de la saison. L'effort en valait-il la peine? La coupe du pont commence. Bob l'utilise avec une moyenne d'environ 147 onces par semaine. L'équipage regarde l'aiguille grimper. 100, 120, 127. Le nombre se bloque à 127, 35 onces. Solide. Un peu en dessous de la moyenne mais dans la poche. Personne ne fait la fête. Personne ne panique. Juste des chiffres inscrits au tableau qui s'additionnent. Roxane est la suivante. L'usine de lavage avec les tubes transversaux soudés se maintenus ensemble par quelques perles de fil MIG a extrait les bénéfices de la 2e fosse de la concession Indian River de Parker. Chaque once qu'elle verse est un verdict sur le patch. Le plateau sort. L'échelle commence à grimper. 40, 80, 100, 120. L'aiguille s'installe à 133,9 onces. Roxane tint bon. Les soudures ont tenu. Le patch a fonctionné. Le pari de sauter les 2 jours de réparation et de la souder à la volée s'est avéré payant en or. Mitchell fait le calcul à voix haute. L'équipe a besoin d'un peu plus de 200 onces supplémentaires provenant des 2 dernières usines pour atteindre l'objectif de la saison. Alors que cherchons-nous ici? Il nous faut un peu plus de quoi 200 pour atteindre notre objectif. 200, ouais. 200 onces de Goose et Big Red, l'usine qui a failli renverser son propre empileur. Loipon. Goose et Big Red sont pesés ensemble les plantes qui ont couru côte à côte toute la saison. Tous 2 ont poussé plus fort qu'ils n'auraient jamais dû l'être. L'équipage se rassemble à nouveau autour de la balance. Capot relevé. Les mains dans les poches. Personne ne parle maintenant. C'est celui-là. La coulée commence. L'aiguille commence à grimper. 40, 80, 100, 20, 100, 30, 140. Le plateau coule toujours. Le nombre continue de grimper. L'équipage se rapproche de la balance. Personne ne respire. 180, 190, 200. La parole qui sort de l'équipage est courte, épuisée et triomphante. Ils ont dépassé les bornes. Le plateau coule toujours. 220, 240. Le nombre se bloque à 258, 15 onces. 258 onces de Goose et Big Red en une seule semaine. L'équipage laisse échapper un soupir. Un moment de silence. Un battement d'incrédulité. Et puis ça atterrit. Pour la toute première fois, Parker Schnabel a éliminé 10 000 onces en une seule saison. Le calcul est déjà fait dans leur tête. 127 de Bob, 133 de Roxane, 258 de Goose et Big Red. Additionner le tout et le total de la saison dépasse toute la ligne. 10 000 onces. Fait. Et puis Todd ouvre le réservoir de Goose pour le rinçage final.
Todd trouve quelque chose de bizarre au fond du réservoir. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Il le sort entre deux doigts, pincé doucement comme s'il pouvait se casser. Un morceau d'or, parfaitement formé, presque rond. La forme est évidente pour tout le monde dès qu'il la voit. Cela ressemble exactement à un œuf, lisse sur les côtés, bizarrement symétrique. Le genre de pépite qui ne vient pas exprès, seulement par accident. L'équipage rit. La poule, disent-ils, tous vient de pondre son premier œuf. Il le dépose sur la balance. Exactement 1 once, pas 1 milligramme de moins. Une pépite ronde parfaite d'une once en forme d'œuf d'oiseau provenant de l'usine de lavage qu'ils ont nommée d'après une oie. Le total du nettoyage s'élève à 259,15 onces avec l'œuf ajouté. Pendant une longue seconde, personne ne parle du total de la saison de la barre des 10 000 onces ou du prix de l'or. Ils regardent juste un œuf parfait d'une once provenant d'une usine de lavage appelée oie. Une saison aussi dure. Une arrivée aussi serrée. 2 usines presque détruites la même semaine. Tubes transversaux fissurés. Gerbeurs inclinés vers l'arrière. Des soudures qui n'auraient pas dû tenir. Et le nettoyage se termine par un véritable œuf d'or provenant d'une plante appelée oie. Le numéro final. Mitchell fait le total pour la semaine. La semaine dernière, le transport était de 627,25 onces. Cette semaine, 520,4 onces. Le total de la saison s'élève à 10 089,85 onces. La semaine dernière, nous avions 627,25 onces. Cette semaine, 520,4 pour un total de saison de 10 089,85 onces. Nous l'avons fait. Bon travail, les gars. L'équipage l'appelle. Ils l'ont fait. 10 089,85 onces. 89 de plus que le but. La première saison de 10 000 onces que Parker Schnabel ait jamais inscrite au tableau. Pour rappel, l'année précédente, il avait poursuivi le même numéro et l'avait raté. L'équipage se souvient. Parker se souvient. Cette année, avec des plans fissurés, des gerbeurs inclinés et des tubes transversaux soudés, le nombre est dans les plateaux. Le total vaut 38 341 000 $ sur le marché libre. L'équipage est sale. Ils sont froids. Certains d'entre eux n'ont pas eu de véritable jour de congé depuis des mois. Et chaque appel risqué, chaque fissure de soudure, chaque gerbeur incliné vient de rapporter de l'or. Parker remercie l'équipage. Pas de grands discours. Ce n'est pas ainsi qu'il procède. Juste une reconnaissance régulière et silencieuse. Et puis il pointe immédiatement la chose suivante. Il reste un peu de temps dans la saison, leur dit Parker. L'équipage va continuer à écluser. L'année dernière, ils avaient le même objectif de 10 000 onces, mais ils ne l'ont pas atteint. Cette année, ils l'ont fait. Alors maintenant, ils vont rattraper un peu le temps perdu. Faites pression pour chaque once supplémentaire que la saison leur donnera. Il nous reste un peu de temps dans la saison. Je pense donc que nous devrions simplement continuer à évacuer. Et vous savez, nous avions également un objectif de 10 000 onces l'année dernière, mais nous ne l'avons pas atteint. Alors rattrapons un peu le temps perdu. L'équipage est d'accord, sans discuter. C'est le genre de remerciement qui vient des hommes qui viennent de faire quelque chose dont ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le faire. Calme, fatigué réel, ils la suivent. Les convoyeurs continuent de charger. Les écluses continuent de fonctionner. Bob, Roxane, Goose et Big Red restent tous en vie aussi longtemps que la rivière le leur permet. Chaque usine qui a failli tomber en panne cette semaine verse désormais de l'or supplémentaire pour le total des bonus de la saison. Roxane court sur un patch soudé. Big Red fonctionne avec son gerbeur radial assis 3 pouces et demi plus en arrière que ce pourquoi il a été conçu. Goose court avec le souvenir d'un œuf d'or dans son réservoir. Bob court régulièrement sur le pont coupé comme il l'a fait toute la saison. L'équipe qui a tout réparé est toujours en poste. Même bottes, même gants, même radio. Pousser quand les autres voudraient se reposer. Soudeur quand d'autres remplaceraient. Déplacer le convoyeur de 120 pieds à la main au lieu d'attendre l'équipement. Risquer l'impossible car l'alternative est de perdre la saison. 10 089,85 onces. Un record. Une saison que personne sur cette coupe n'oubliera. Et cela a failli ne pas se produire à cause de 2 tubes transversaux fissurés sur une station de lavage vieille de 2 ans appelée Roxane. Alors dites-le moi dans les commentaires. Quel a été l'appel le plus courageux de toute cette histoire? Était-ce Mitch qui tirait les écrans
et souder Roxane au lieu de la faire taire pendant 2 jours? Était-ce Alex qui faisait reculer ce gerbeur radial de 120 pieds, de 3 pouces et demi avec les roues en l'air? Ou était-ce autre chose, quelque chose que seule une vraie tête de la ruée vers l'or pourrait attraper? Déposez-le ci-dessous. J'ai lu chacun d'entre eux et le meilleur commentaire sera dans la vidéo suivante. Pendant que vous y êtes, cliquez sur abonnez-vous pour que le prochain grand nettoyage arrive directement dans votre flux.